8h03 à présent, c'est l'invité de Christian Macarian. Merci Louis. Emmanuel Todt, bonjour. Bonjour. Emmanuel Todt, vous êtes historien et anthropologue. On vous connaît, vous faites partie du paysage politique intellectuel français. Vous avez publié il y a quelques années un livre tout à fait à propos, intitulé « Les luttes de classe en France au XXIe siècle » aux éditions du Seuil, donc complètement en rapport avec notre sujet de conversation ce matin, à savoir, évidemment, la dernière élection présidentielle et la façon dont la France est une nouvelle fois fracturée et de façon sans doute profonde. C'est votre spécialité. Vous allez pouvoir nous donner votre avis ce matin à travers toute la recomposition qui fait suite à la décomposition continue du paysage politique français. Quel est le regard que vous portez ce matin sur cette grande entreprise de débauchage que préside Emmanuel Macron? Là, je reviens, c'était la thèse de ce livre que vous avez mentionné. C'est qu'il faut bien voir que, de mon point de vue d'analyste, les élections présidentielles françaises sont une comédie, une pièce de théâtre, parce que la France n'est plus une nation indépendante. C'est-à-dire que l'État, le président de la République, quels que soient ses pouvoirs constitutionnels, n'a pas de véritable capacité à agir ensuite sur l'économie, parce que la France n'a plus de monnaie nationale, parce qu'il y a la contrainte de l'euro, parce qu'il y a les règlements commerciaux européens. Je sais que c'est même pas très clair que la France puisse encore avoir une politique militaire ou diplomatique indépendante. Je dirais qu'au stade actuel, la Pologne a plus de poids en Europe que la France. Et donc, je crois qu'il faut regarder les élections qui sont réelles, qui ont lieu, qui disent des choses, comme une sorte de gigantesque élection municipale, mais pas l'élection d'une nation. Et donc, la campagne électorale doit être une comédie. Donc le talent du président, en l'occurrence d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir fait croire aux Français qu'il y avait un enjeu planétaire. Non, mais c'est le talent du système. Oui. C'est-à-dire que chaque élection, depuis l'encastrement dans l'euro, doit avoir un thème. Donc Sarkozy, c'était l'histoire du Karcher. C'était le problème, c'est les Arabes, les musulmans. Ensuite, en contrepoint, il y a eu Hollande, le président normal. Et puis là, il y a eu, en 2017, c'était Macron, je suis jeune. Oui, le surdoué. Voilà, donc, et puis on organise une comédie autour de ça. Alors, ce qui est particulier cette fois-ci, c'est que je dirais que pour le premier tour, c'était effectivement un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que il n'y avait pas de thème vraiment défini, donc on a pu croire à un moment que Pécresse allait nous faire un « je suis une femme » ou que Zemmour allait nous faire du racial identitaire, pendant que Macron discutait, se faisait enfumer par Vladimir Poutine. Mais en fait, ça n'a pas eu tellement d'importance. Parce que pour vous, il s'est fait enfumer. Oui, absolument, oui. Je sais pas, pour moi, il n'y a pas photo. Mais comment dire, ça n'a pas tellement d'importance parce que l'électorat s'est recomposé de lui-même et a complètement changé. C'est-à-dire que l'électorat de Macron, qui était un électorat au premier tour, d'éduqués supérieurs, dominant dans, je dirais, la société française dans tous les compartiments du jeu, par l'éducation, par la richesse, là, avait perdu des éduqués supérieurs et par contre, c'était terriblement vieilli. C'est-à-dire que Macron est devenu le candidat des vieux de la droite d'un grand parti conservateur et les choses se sont réorganisées d'elles-mêmes, comme ça. Puis avec l'apparition de Mélenchon, une sorte de troisième pôle stable. Donc voilà. Moi, honnêtement, ce qui m'a intéressé et ce que j'ai trouvé passionnant dans cette comédie, c'est le deuxième tour. Pourquoi ? Parce que le deuxième tour qui a abouti, je veux dire, à la fois à une stabilité absolue, le même président, avec la même absence de programme, et puis une évolution très intéressante du corps électoral. Parce que c'était le... Il y a quand même une transformation du président. Il a été élu dans un élan et une volonté de rupture en 2017, et cette fois-ci, dans une volonté de stabilisation, presque de conservatisme. Oui, absolument. Mais ce qui est très drôle, c'est que tout le monde, c'est la façon dont tous les acteurs, ou tant d'acteurs, ont participé à ce conservatisme. Et puis c'est surtout cette nouvelle frayeur pour rien.
C'est-à-dire cette idée, parce que le score finalement, malgré tout, Marine Le Pen est arrivée très loin de ce qu'on disait. En fait, il a été réélu... Très en dessous, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Oui. Elle a été très déceptive. Elle est arrivée très en dessous de ce que les sondages annonçaient. Mais tout le monde s'y est mis. C'est-à-dire que, pour moi, les deux palmes de la réélection de Macron, je dirais les deux trucs qui m'ont le plus, j'ose pas dire amusé, ça a été le soutien de la CGT. Philippe Martinez. Exact. Je veux dire, allant vent debout, je dirais, contre la classe ouvrière qui elle était derrière le Front National. Donc voir la CGT transformée en syndicat patronal, je dirais pas que ça m'a amusé, mais c'était quand même ça. Mais je donnerais la palme, en fait, à Marine Le Pen elle-même. J'ai été vraiment frappé par la façon dont elle avait l'air soulagée d'avoir perdu et de même pas être à ce 48% des voix qu'on lui prédisait. Elle avait l'air soulagée. Et puis, je me suis mis à réfléchir à sa campagne de deuxième tour. Le thème théorique de la campagne du deuxième tour, c'était de récupérer l'électorat de Mélenchon. Oui. Au terme d'un processus électoral qui avait plutôt mis en évidence la montée en puissance du facteur économique, du facteur de classe, par rapport aux facteurs identitaires, je dirais, musulmans et autres. Et alors qu'elle était censée vouloir récupérer l'électorat de Mélenchon, elle a fait exactement ce qu'il fallait pour ne pas le récupérer. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais la remise au centre du débat du foulard islamique, pour moi, c'était comme si Marine Le Pen avait fait campagne pour ne pas être élue. Donc, je veux dire, c'est-à-dire qu'on comprenne bien ce que vous voulez dire, parce que c'est très important, oui. Ce que vous êtes en train de dire. En vérité, elle a évité la question sociale. Elle a évité la question sociale, elle a remis au centre du débat... la question identitaire. Qui assurait que le vote Mélenchon ne se reporterait pas sur elle. Donc, elle a... Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais elle a fait ce qu'il fallait. Je crois qu'il faut bien expliquer aux auditeurs que le vote Mélenchon est favorable à la mixité, au métissage. C'est-à-dire c'est un vote très favorable à la France issue de la diversité. Disons qu'il n'est pas anti-musulman, voilà. Il n'est pas intéressé sur le fond par ces questions. Et si je vous comprends bien, Emmanuel Todd, en allant reparler du sujet du voile islamique à la veille du deuxième tour, elle a redonné aux gens qui ont tendance à voter pour Mélenchon aucune envie de voter pour le Front National. Absolument. Donc je pense que Marine Le Pen a fait sciemment campagne contre elle-même. Mais je crois que pour moi, ce qui est le plus... la vraie différence, au fond, donc le résultat n'est finalement pas si spectaculaire, mais quand même... ce qui m'a frappé, c'est pas finalement, Marine Le Pen a très peu progressé au premier tour des élections. Elle a progressé de 1,8% par rapport à 2017. Mais au deuxième tour, elle a progressé de 7,8%. Quand même, malgré tout. Donc il y a une sorte de diffusion de la capacité des gens à voter pour le Rassemblement national au deuxième tour. Mais ça, je crois que ça... Comment dire, le plus important pour moi, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est en train de se passer dans la tête des gens, dans les milieux populaires qui votent pour le Front National. Alors expliquez-nous, Emmanuel Todd, parce qu'effectivement, on a parlé sans cesse d'une fracture de la France et on a parlé d'un vote ouvrier qui allait massivement vers Marine Le Pen. Oui, c'est-à-dire que 70% des ouvriers ont voté pour Marine Le Pen. 70%. Voilà. Mais je crois que ce qui est en train de changer en France, c'est la perception que les ouvriers, les milieux populaires ont d'eux-mêmes et que les gens ont de ces milieux. Parce que si on se souvient bien, la thématique générale, et sur ce point, je ne suis pas certain que le commentaire est vraiment avancé, on parle du vote de gens périphériques, dominés, et qui, jusqu'à 2017, étaient perçus, dans le contexte de la globalisation, comme au fond, de plus en plus inutiles. Marginalisés, presque. Des marginaux, les ouvriers, ils étaient en Chine, ils étaient en Inde, ils étaient ailleurs, ils n'avaient plus d'importance. Mais là, on a changé de période historique. Oui. Y a eu le Covid, on a mesuré l'importance de la production, le caractère indispensable de l'industrie et en fait le caractère indispensable des ouvriers ou des employés qui travaillent physiquement ou des techniciens
Et j'ai le sentiment que l'ambiance idéologique va changer parce que ces gens qui ont voté, qui sont en révolte contre le système, qui sont détachés des élites parisiennes, ne vont plus vivre avec ce sentiment qu'ils sont des abandonnés de l'histoire ou qu'ils sont périphériques. Ils vont redevenir centraux. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu avec le Covid qu'on dépendait de ces gens-là, qu'on dépend de la production et qu'en un certain sens, alors qu'avant le Covid... Sans eux, on n'aurait pas pu s'alimenter pendant les maintenant, confinements. on revient dans un monde... Qu'est-ce que c'est la signification de l'inflation actuelle ? L'inflation actuelle, c'est qu'il y a une phase de contraction de la main-d'œuvre parce qu'il y a un peu moins de jeunes. C'est parce qu'on ne produit pas assez de biens. Je veux dire, c'est très bien, on distribue des signes monétaires, etc. Mais si on distribue des signes monétaires et que la production n'augmente pas, on a de l'inflation. Donc le problème de la France actuellement, ça va être de produire. Ça va pas être de donner des subventions. Et donc, ça va pas être de distribuer, ça va être de produire. Ça va être de produire. Et dans un monde où la tâche première va être de produire, et ben ces gens qui étaient considérés... Ce sont les producteurs qui vont redevenir le centre du débat. Et les électeurs de Macron... par contraste, les électeurs de Macron, qui étaient perçus la dernière fois comme la jeunesse du monde, sont maintenant des vieux, des retraités, probablement dans les professions actives, des gens assez inutiles, improductifs. Je dirais que dans ce cas-là, les gens qui font du conseil, un très grand nombre d'activités tertiaires, sont des gens, sans aller jusqu'à dire que ce sont des parasites sociaux, ce sont des gens pas très utiles, alors que la base, le Rassemblement national reste pour moi tout à fait inacceptable en termes de morale, d'intégration de la nation, etc. Mais la base sociologique du Front National revient au centre, je dirais, de la nation et de plus en plus indispensable. Et de ce point de vue-là, cette élection est, je crois, quand même quelque chose, un tournant très important. Alors, ce que vous venez de dire a une très grande importance et c'est très finement observé. Si je résume, en dépit du fait que Marine Le Pen n'a pas fait la performance qu'on attendait d'elle, elle a marqué un approfondissement dans l'ancrage de son vote au sein d'une catégorie de population qui a cessé de se sentir marginalisée et qui s'est trouvée relégitimée dans ce vote pour le Front National. Oui, c'est-à-dire que quand on voit, les gens m'ont raconté l'ambiance dans les régions ou dans les milieux qui ont voté Marine Le Pen. Maintenant, c'est un vote sans angoisse, c'est un vote qui est aussi sûr de lui-même. Totalement décomplexé. Décomplexé, mais je crois Même au-delà, oui. C'est-à-dire, c'est pas un vote au stade actuel, je ne pense pas que c'est un vote pour prendre le pouvoir. Je ne pense pas d'ailleurs que dans le contexte de refus qui persiste des catégories supérieures ou suréduquées, de prendre en charge une réorientation... de la politique économique de la nation, une politique économique plus nationale, je ne pense pas qu'il y ait ces chances, mais je pense qu'en termes culturels, c'est un monde qui est probablement en train de s'apercevoir qu'il ne va pas disparaître, qu'il est notre avenir, en fait. Ce qui est absolument, je crois, c'est ça pour moi le vrai tournant historique. Et ça va avoir des effets, surtout tout au long du mandat. Ça va avoir des effets au long du mandat, mais ça va aussi faire apparaître la division, je dirais, fondée sur des critères religieux identitaires entre les électorats de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, un peu passé ou un peu archaïque ou contre-productive. C'est-à-dire que, logiquement, si cette intuition d'un retour au centre du dispositif national ou de la conscience nationale, des gens qui travaillent et qui produisent, advient véritablement, ça devrait pousser plus loin l'atténuation ou même la disparition des choses identitaires. Je veux dire, dans la classe ouvrière française, il y a vraiment beaucoup de gens d'origine maghrébine. Oui. Donc il va falloir que ces mondes-là se réunifient. Et c'est pour ça qu'actuellement, honnêtement, quand j'entends parler
des débats sur les désistements à droite, le Front National, le Rassemblement National, reconquête d'Éric Zemmour d'un côté, et de d'autre côté, les discussions entre la vieille gauche, qui a complètement disparu, le PS, et Mélenchon, ça, c'est des phénomènes du passé. En fait, le vrai problème, finalement, c'est la convergence des électorats mélenchonistes et lepénistes. Et c'est bien ce que Marine Le Pen et Mélenchon refusent, finalement. Exact. Moi, je les trouve comme un peu... C'est comme les trois forces, les macronistes, les lepénistes, les mélenchonistes. C'est un peu comme... Ils ont chacun leur bureau de tabac, leur fonds de commerce... Et j'ai le sentiment que les appareils politiques résistent à l'évolution de la société. Ils essaient de défendre leur boutique, mais au fond, il y a une secousse tellurique qui pousse, comme vous venez de l'expliquer, l'électorat populaire favorable au métissage et l'électorat populaire favorable à la réaffirmation de l'identité dans un élan commun, c'est-à-dire redevenir le centre du débat politique. Oui, mais puis revenir, et puis avec l'accord et la compréhension, je veux dire, des classes moyennes et de tout le monde. C'est une société... on va être confronté par la suite des mutations ou du reflux de la globalisation, de la guerre d'Ukraine, de l'inflation, des pannes d'approvisionnement. On va être confronté à d'immenses difficultés dans les années qui viennent. Emmanuel Todd, est-ce que vous croyez que Emmanuel Macron n'est pas conscient de tout cela? À mon avis, il l'est. Pas du tout. Honnêtement, je dis franchement, je pense que c'est très certainement un grand manipulateur et ces choses-là. Je crois que dans un débat télévisé face à Marine Le Pen, dans un contexte qui accepte toutes les réglementations et les codes européens, il peut être très rapide et bien meilleur qu'elle. Mais je pense que pour s'extraire de cette espèce de b.a.-ba européiste, pseudo-néolibéral, je pense qu'il n'en a pas la capacité cognitive. Je serais ravi qu'il l'ait. Je veux dire, on ne peut pas se mettre dans une posture conflictuelle mais avec la direction du pays. Il va ramasser toutes les miettes de l'ancien système pour les coller ensemble. Mais la vérité, c'est que tant qu'on reste dans les contraintes commerciales et monétaires européennes, l'État ne peut pas agir pour réindustrialiser. Et ça, Macron ne l'a pas compris. Il a immédiatement défilé sous le drapeau européen, nous a fait jouer du Beethoven, c'est très joli Beethoven, mais tout ça montre qu'il n'a... Je pense que Macron est en vérité en grand état de déficit cognitif. Ça n'exclut pas la rapidité dans un débat à l'intérieur du cadre conceptuel dans lequel il a été éduqué. Déficit cognitif, vous dites. Oui, mais pour sortir... Mais, si vous voulez, mais fonctionner très vite à l'intérieur d'un système mental et intellectuel qui vous a été imposé et penser tout seul, c'est des catégories différentes, ça a des univers différents. Et ça, je serais ravi, vraiment, on n'est pas dans une situation où il faut en vouloir aux gens de ce qu'ils ont été s'ils changent. Mais pour le moment, rien dans son comportement ne permet d'imaginer un saut qualitatif et mental. En 10 secondes, Emmanuel Todd, la question de Radio Notre-Dame et Dieu dans tout cela. Il vous reste 15 secondes. Le reflux de la matrice religieuse de la France, que j'analyse de façon objective, est la chose qui empêche l'apparition de croyances collectives politiques qui permettent une unification du peuple français. Et le grand problème de la politique, c'est de trouver un remplacement à cette matrice religieuse qui a disparu. Merci beaucoup, Emmanuel Todd, pour cet entretien passionnant. Je rappelle le titre de votre ouvrage, le plus relié au sujet que nous avons abordé, La France, les luttes de classe en France au XXIe siècle, aux éditions du Seuil. Pastiche de Karl Marx. Merci, Emmanuel Todd.